Ok les amis, j'ai mis un message sur Discord pour leur dire que la session était en cours, donc nous sommes déjà 35, je pense que l'on peut commencer. Parfait. Donc, bienvenue pour cette troisième session qui s'intéresse aux modèles mathématiques et aux représentations musicales. Si on veut aller plus loin, on peut même dire que c'est une session où les articles cherchent à explorer des espaces mathématiques, alors que ce soit en les construisant au fur et à mesure, en analysant comment les parcourir ou comment ils ont été parcourus. Mais donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Joséphine Calandra pour la première des trois présentations. Donc, allez-y, vous avez une minute. Alors, bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter la génération automatique de diagrammes formels au nom de mes collègues et moi-même. Donc, parce que nous appelons un algorithme cognitif, ce système repose sur une architecture modulaire que nous avons testé d'abord sur un Geisler-Lied. Donc, un Geisler-Lied, c'est un chant allemand religieux monophonique qui est chanté lors de périodes épidémiques au XIVe siècle. On peut dire que c'est donc l'occasion de remettre le Geisler-Lied au goût du jour. Et le Geisler-Lied précis que nous étudions a été donc le sujet des premières analyses paradigmatiques de François Ruvet. Ces recherches s'inscrivent donc dans le cadre de la thèse que j'effectue depuis 1 an avec le CNRS au sein de l'IREMUS et du Labri et sous la direction de Jean-Marc Chauvel et Myriam de Sainte-Catherine avec l'aide et les conseils de Pierre Anna. Nos recherches consistent donc à effectuer une analyse musicale pas en tant que trace, mais comme phénomène dans le temps, en tant que processus cognitif. On cherche donc à modéliser une visualisation de l'évolution temporelle de l'œuvre en fonction des différents impératifs cognitifs du sujet, tels que l'influence a été démontrée dans les travaux de François Delalande. Donc, on espère comprendre par cette méthode d'analyse les stratégies qui ont été mises en place par les compositeurs alors que leurs musiques sont vecteurs d'émotion, en offrant un mode de lecture qui est différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire dans le cadre d'une partition ou d'un piano roll. Donc l'algorithme cognitif, il a déjà été testé manuellement, mais on souhaite ici l'automatiser afin non seulement de simplifier la tâche des musicologues, car c'est assez exhaustif de produire le diagramme formel, mais aussi pour s'extraire des connaissances préétablies de celui-ci et donc mieux comprendre les processus qui ont pu être mis en œuvre par les compositeurs. On cherche donc à systématiser l'analyse paradigmatique de manière optimale et sur différents niveaux de lecture superposés. Cependant, dans un premier temps, on ne s'intéresse pas à l'analyse sémiotique de l'œuvre, qu'on laissera aux musicologues qui souhaitent analyser leurs œuvres en les passant dans le système. Donc, en informatique, il y a déjà de nombreuses recherches concernant l'analyse de systèmes de structuration automatique d'œuvres. Donc, par exemple, l'utilisation d'algorithmes de comparaison de séquences ADN par Benjamin Martin a permis d'utiliser des descripteurs qui permettent de passer outre les différentes variations, par exemple de transposition ou d'ornement dans les morceaux, tout en effectuant des calculs rapides. Gabriel Sergent, quant à lui, s'appuie sur les analyses paradigmatiques selon les théories développées par Ferdinand de Saussure pour détecter des événements et leurs similarités à partir de critères de rupture d'homogénéité selon le modèle système-contraste. Mais ces analyses ne considèrent pas l'évolution temporelle de l'œuvre et donc les processus cognitifs qui peuvent découler de l'écoute musicale. On a donc des logiciels d'analyse en temps réel avec un système d'écoute tel que Antescofo par Archiaconte, qui permet par un système de suivi de partition de modéliser l'écoute pour se synchroniser et s'adapter au jeu du musicien. OSCIAScore, c'est un logiciel qui est développé au sein du Scrim et qui intègre de manière dynamique le temps dans la partition à partir de boucles hiérarchisées qui sont en communication avec des systèmes externes. Et nous, on souhaite faire un logiciel qui permet d'offrir une représentation structurée de l'œuvre écoutée. On a par ailleurs donc les matrices d'autosimilarité, qui est une matrice donc symétrique qui représente, dont l'ordonnée et l'abscisse représentent le déroulement de l'œuvre en fonction du temps, et chaque pixel correspond à la valeur des similarités entre les frames rapportés sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Donc, l'analyse pour la matrice d'autosimilarité est faite sur l'intégralité du morceau et ne prend pas en considération l'évolution temporelle de celui-ci. Mais même si le processus de création est différent, on peut retrouver les mêmes résultats que les diagrammes formels qu'on souhaite obtenir
en supprimant les doublons des matériaux qui sont contenus dans la matrice d'autosimilarité. Cependant, on aura donc le résultat pour un unique niveau d'analyse donnée. Donc, pour répondre aux problématiques soulevées dans l'introduction de cette présentation, on propose l'algorithme cognitif. L'algorithme que l'on présente, c'est le suivant. Il a été développé par Jean-Marc Chouvel en tant que proposition d'une... Voilà, vous avez des... bon, je vois vos commentaires. Donc, ça a été une proposition d'une méthodologie d'analyse donc sous forme algorithmique, mais donc cet algorithme n'a jamais été implémenté informatiquement. Donc, pour présenter rapidement, je vous invite à vous reporter à l'ouvrage publié par Jean-Marc Chouvel. Mais cet algorithme est donc constitué de 2 tests. Un premier test de similarité où l'objet écouté actuellement est comparé avec les objets entendus précédemment à ce niveau d'écoute, et un second test de groupement des objets afin de savoir si ceux-ci constituent une fois regroupé un objet de niveau supérieur. L'ensemble de ces tests sont ensuite réexécutés au niveau d'analyse supérieur. Cependant, la difficulté de l'implémentation de cet algorithme est que les fonctions décrites par Jean-Marc Chouvel sont très générales et qu'il faut réussir à les expliciter mathématiquement, tout en permettant au système de rester le plus général possible, c'est-à-dire d'analyser tout type d'œuvre. On s'intéresse dans la présentation dans cette présentation uniquement à la première partie de l'algorithme, qui est donc le test des algorithmes des objets, le test de similarité des objets actuellement entendus avec les objets précédents de même niveau. Donc, cette première partie, elle se traduit de la manière suivante. Pour chaque fragment entendu, on compare avec les fragments précédemment entendus. S'il est différent, on l'inscrit en mémoire matériau, et dans tous les cas, on l'inscrit en mémoire forme, qui est la mémoire temporelle. Donc, on trace donc au fur et à mesure du développement de cet algorithme un diagramme formel qui représente l'évolution des matériaux en fonction du temps. Un exemple concret est le suivant. Donc, sur le Geissler-Lid dont j'ai parlé précédemment, on a la partition qui est ici représentée. Et on considère le paradigme comme étant la hauteur de la note, de largeur équivalente à la durée de la note. Et donc, à l'initialisation et à première écoute, la mémoire est vide, donc le diagramme également. Le premier objet qu'on entend est un Fa. Comme la mémoire est vide, il est différent de tout ce qui a pu être entendu jusque-là. On l'inscrit donc en mémoire matériau et en mémoire forme. Un second objet que l'on réceptionne est un Do. Le Do est différent du Fa qui a été précédemment entendu. Il s'agit donc d'un nouveau matériau que l'on représente dans la mémoire matériau et en mémoire forme. Ainsi de suite pour le Si bémol, que l'on compare avec le Fa, il est différent. On le compare également avec le Do, il est différent. Donc, on l'inscrit en mémoire matériau et en mémoire forme, et ainsi de suite. Quand on acquiert ensuite le Fa, on se rend compte qu'il a déjà été entendu précédemment. Il est déjà dans la mémoire matériau. On n'a donc pas besoin de l'inscrire à nouveau. Et on l'inscrit uniquement en mémoire forme. On procède ainsi à l'écoute complète du Geissler-Lid jusqu'à obtenir donc, le diagramme formel de tout l'extrait, qui est le suivant. Ce diagramme permet donc d'avoir une vue sur l'évolution temporelle des constituants du morceau et offre donc une lecture différente de ce qu'on peut voir avec d'autres représentations musicales. Il permet notamment de voir le déploiement de nouveaux matériaux qu'on peut voir avec le front de découverte, qui est ce que je vous montre ici, qui est donc la mise en exergue des nouveaux matériaux entendus au fur et à mesure de l'œuvre. On peut également constater formellement la répétition de motifs, l'accélération de motifs par des notes qui reviennent, ce genre de choses. Par ailleurs, à partir de ce diagramme et en parallèle de la construction de ce diagramme, on va créer donc par regroupement, par étude de similarité et de segmentation, avec des critères de segmentation et de similarité qui seront les mêmes ou non, donc le diagramme formel de niveau supérieur. Donc, à partir d'une implémentation basique de l'algorithme précédemment décrit, on obtient assez aisément les diagrammes formels à l'échelle de la note à partir d'un fichier MIDI. Effectivement, les critères de similarité sont directement donnés par le label de la note jouée, tandis que les onset et offset donnent la durée de la note.
Donc, on obtient ce diagramme-ci à partir d'un fichier MIDI du GAISLR-LEAD. Et donc, on constate que ce diagramme est assez similaire, similaire au diagramme obtenu à partir de la partition, qui était celui-ci. Donc, on peut sans difficulté, avec cette implémentation de format MIDI vers le diagramme formel, obtenir donc, le diagramme formel à l'échelle de la note. On l'a testé par exemple sur le début du prélude de la suite numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Donc, on constate des effets de répétition et de fondamentales qui reviennent de manière récurrente, par exemple. Ou encore sur la comptine pour enfants Frère Jacques. Donc, ça offre des phénomènes d'analyse qu'on n'aurait pas forcément constatés avec l'étude directe sur une partition. Donc, on rappelle que l'analyse du diagramme formel n'est pas nécessairement à l'échelle de la note, mais elle peut être à des matériaux qui peuvent être plus pertinents. Par exemple, ça peut être des matériaux timbraux pour de la musique électroacoustique. Cependant, même à l'échelle de la note, la représentation est différente, car elle change l'ordre de l'abscisse où c'est l'apparition temporelle des nouveaux matériaux et non pas la hauteur de la note qui est choisie, ce qui offre une lecture différente de l'heure. Et on a aussi une forme de compression, à cela qu'on n'a pas besoin dès le début de l'œuvre d'avoir l'ensemble des matériaux au jeu pour la représenter, mais que la mémoire matériaux augmente au fur et à mesure que l'on évolue dans l'œuvre. Donc, on cherche donc maintenant à procéder à la production de diagrammes similaires, mais à partir de fichiers audio. La question est donc de trouver des critères de similarité à l'aide de descripteurs calculés, donc à partir du signal. Nous avons donc développé un système qui prend en entrée un fichier audio et des paramètres d'analyse et qui fournit en sortie un diagramme formel. Ce système il est constitué de 4 modules. Un module de traitement des données, un module de calcul des similarités, un module d'algorithme cognitif qui correspond au parcours de la mémoire, l'algorithme de parcours dans la mémoire, et une représentation graphique, donc un module de calcul de la représentation graphique du diagramme formel. Donc, le fichier de paramètres de configuration est ce qui permet à l'utilisateur de choisir son modèle d'écoute en entrant différents paramètres d'analyse. Donc, par exemple, le seuil de similarité, la fréquence d'échantillonnage, différents paramètres pour le calcul pour l'analyse. Notamment, on propose différentes analyses, telles que la transformée rapide, la transformée à Q constant, et c'est donc dans ce fichier de paramètres de configuration que le musicologue va choisir le type d'analyse qu'il veut en fonction du type d'écoute qu'il recherche. Cependant, les résultats qu'on va présenter ici concerneront uniquement la transformée de Fourier rapide, qui était celle qui était implémentée au moment de la publication de l'article. On peut également choisir d'opérer à des corrections ou non de frames de matériaux peu représentatifs, d'afficher des frames de segmentation dynamique ou d'autres paramètres d'affichage tels que les couleurs du diagramme, l'affichage ou l'enregistrement du diagramme sous différents formats. Le module de traitement des données est donc celui qui permet d'obtenir différentes informations sur le signal. On a donc des informations sur le volume, par calcul de la moyenne de l'amplitude sur la fenêtre d'analyse, et des informations sur le spectre, donc soit par calcul de la transformée de Fourier rapide, soit par les calculs des coefficients Cepstro, ou encore par la transformée à Q constant pour le moment. Le module de calcul de similarité permet de calculer les similarités entre les descripteurs obtenus dans le module précédent. On propose donc la similarité cosinus, ou encore l'inverse de la distance euclidienne. Et pour afficher la segmentation dans le morceau, on propose également des calculs de dissimilarité, donc avec la transformée différentielle ou encore la dissimilarité Kullback-Leibler. Le module de l'algorithme qu'on appelle l'algorithme cognitif, produit à partir des matériaux obtenus grâce au module précédent une matrice qui correspond au diagramme formel. Et on propose 3 types d'algorithmes différents également. Donc, un algorithme qui compare la frame actuelle avec chacune des frames depuis le début du morceau jusqu'à en trouver une qui dépasse le seuil de similarité. Un deuxième algorithme qui compare la frame actuellement écoutée avec des représentants des frames précédemment entendus, et un algorithme basé sur le variable Markov Oracle de Shlomo Dubnov, qui consiste en un automate qui permet de remonter aux différents états par des liens de similarité.
Donc ici, on présente des résultats qui sont obtenus uniquement à partir du premier algorithme que vous voyez sur cette diapositive. Enfin, le module de représentation graphique donc, récupère la structure de données qui est fournie dans le module précédent et le met en forme, donc pour le moment à l'aide du module PyPlot de Python. On envisagera cependant de passer à une représentation en 3 dimensions quand on aura plusieurs niveaux hiérarchiques qui seront superposés lors de la création de nos diagrammes formels. Donc, nous avons cherché à procéder à des validations expérimentales de ce système. Et donc, afin de s'abstraire des variabilités de timbre, de dynamique qui pouvaient être importantes pour un enregistrement à partir d'instruments réels, on a dans un premier temps repris le fichier MIDI qui a été précédemment analysé. On l'a synthétisé à l'aide d'un son grand piano à 120 BPM. Donc ici, on se situe très spécifiquement dans le cadre des mélodies monophoniques, mais la question de l'implémentation se posera forcément dans un second temps pour des fichiers audio polyphoniques. Donc la synthèse du fichier MIDI donne le son suivant. On constate donc à la production du diagramme l'apparition de matériaux transitoires par rapport au diagramme qu'on a vu précédemment à partir de l'analyse de la partition. Donc en effet, c'est parce qu'on est actuellement au niveau de la frame où sont donc potentiellement représentés des éléments de dynamique dans la note. Par ailleurs, on a aussi des phénomènes transitoires qui sont dus au placement de notre fenêtre d'analyse qui peut être donc calé entre 2 notes et donc avoir un mix entre les 2 notes qui ne correspondent ni à la note précédente ni à la note suivante. Cependant, le niveau hiérarchique de la note est un niveau de structuration certainement très proche de celui-ci. On a ensuite comparé les diagrammes en variant différents paramètres d'analyse. Donc, en modifiant la taille de la fenêtre, on constate effectivement que la précision de l'étude de la similarité est modifiée. Effectivement, quand on diminue la taille de la fenêtre, celle-ci est certainement assez petite pour qu'on obtienne des informations sur l'évolution de la dynamique de la note, qui peut être pertinent ou non selon ce qu'on cherche à représenter. Notamment l'attaque d'une note pour un son percussif comme le piano, elle peut être perçue comme très différente de la suite de la note. Et d'autre part, une attaque percussive pour une note au piano peut être considérée comme similaire à l'attaque d'une autre note du piano. À l'inverse, donc quand on augmente la taille de la fenêtre, les phénomènes transitoires qu'on voyait apparaître sont plus gros, tout simplement car la taille de la fenêtre est plus importante. On a regardé également les résultats quand on fait varier donc, notre seuil de similarité. Donc, quand on diminue ce seuil, on perd en précision un nombre de matériaux. Les matériaux sont moins bien discriminés, ce qui simule une écoute plus générale de l'œuvre. Et à l'inverse, quand on augmente ce seuil, les matériaux se trouvent beaucoup plus discriminés. On a donc une précision beaucoup plus fine de l'écoute où chaque transition ou modification de la dynamique du timbre dans la note est repérée. Ensuite, du coup, dans le module de l'algorithme cognitif, on a ajouté une sorte d'algorithme de correction pour modifier donc, les frames qui sont transitoires. C'est-à-dire qu'on a supposé que les frames transitoires, leur ordre de grandeur, était beaucoup plus petit que l'ordre de grandeur de l'ensemble des frames qui étaient concaténés les unes aux autres. Donc, la première proposition qu'on a eue, c'était de supprimer tout simplement le matériau qui correspondait au frame si celle-ci était inférieure à une durée de temps donnée. Mais cet algorithme ne fonctionne pas vraiment car on a du vide. Là, on devrait avoir un matériau donné. Il s'agit d'une perte d'information, ce qui induit donc nécessairement une erreur. Donc, ce qu'on a proposé à la suite de ça, c'était de modifier les frames, modifier le matériau associé à chaque frame, de telle sorte à ce qu'elle soit replacée dans un matériau précédent ou suivant. Donc, on a par exemple, j'ai perdu ma souris, on a par exemple une frame transitoire entre ce matériau-ci et ce matériau-là. Donc, c'est-à-dire quand on est en train de situer ce matériau ici, on regarde si la frame précédente est isolée ou non. Si elle est isolée, alors
on calcule la similarité entre cette frame isolée avec la frame précédente et la frame qu'on est actuellement en train de placer. Et en fonction de la similarité la plus proche, on place la frame isolée dans le matériau adéquat. C'est une forme, donc, pardon, j'ai oublié de préciser que c'est une forme en fait d'incertitude sur la classification du matériau. Et donc, en resituant cette frame, on procède déjà à une première étape en réalité de structuration. Ensuite, on a proposé d'ajouter le matériau du silence comme matériau à part. Donc, c'est le matériau 0. On a fait ça car on pense que le silence va être un critère de segmentation très important dans la suite de notre algorithme. Donc, pour ça, on a ajouté au début du morceau un nombre n de frames d'amplitude nulle. Et une frame sera ensuite considérée comme un matériau silence uniquement lorsque celle-ci a un volume inférieur à un seuil d'audibilité donné, qui est donné par le musicologue en paramètres, pour le moment en tout cas. Donc, on n'avait pas de silence dans le Geisler lead initialement, donc on a modifié le fichier de telle sorte à en ajouter au milieu du morceau, ce qui donne l'audio suivant. Voilà. Donc, on voit que les silences sont bien intégrés au niveau du matériau adéquat. Ensuite, on a proposé de représenter donc les nuances en niveau de gris par chaque frame, ce qui donne le diagramme suivant. Les volumes les moins élevés sont en blanc et les volumes les plus élevés en noir. Et on voit donc ainsi apparaître la dynamique de la note. Donc, on a aussi créé un nouveau fichier audio. Donc, j'ai joué une première partie du Geisler lead avec un volume fort, puis avec un volume faible, et une seconde partie avec un volume fort, puis un volume faible, et la première partie avec un volume fort. Donc, si on écoute le début, ça ressemble à ça. Alors, on a un décalage là avec la... Voilà, donc les phénomènes de répétition avec différents volumes sont ici assez flagrants, ce qui apporte des informations intéressantes au niveau de l'analyse du morceau. On a donc testé l'analyse avec la synthèse sur différents instruments, donc par exemple un instrument de guitare acoustique, un instrument un orgue avec des trémolos, ou encore une sinusoïde pure. Et enfin, donc on a proposé une représentation donc, de segmentation. Donc, on affiche pour ça en rouge les frames qui sont dites de segmentation, c'est-à-dire dont l'énergie diffère énormément par rapport aux frames précédentes. Et donc, cette segmentation permettra certainement de calculer les diagrammes de niveau supérieur en détectant les frontières des objets qui constituent ce niveau supérieur. Donc, pour conclure, depuis la rédaction de l'article, de nombreux points ont été approfondis sans être explicités dans cette présentation. Effectivement, donc, il y a eu l'implémentation de différents descripteurs audio, de différents algorithmes de parcours pour le calcul de la similarité qui ont été mis en œuvre pour améliorer les performances du système, car actuellement, tel qu'il a été présenté là, il ne permettait pas des calculs en temps réel. Et donc, en termes de difficulté, on a le cadre des musiques sans partition, justement. On se demande comment peut être l'optimisation du système, et c'est justement la structure des morceaux qui vont permettre par l'analyse de déterminer en elle-même le matériau qui va être adéquat pour chaque niveau hiérarchique. Et on se pose également, bien sûr, la question de l'analyse et de la représentation des œuvres polyphoniques pour un diagramme formel. Enfin, pour la validation du système, si la comparaison avec un fichier MIDI a été envisagée comme un premier pas, celle-ci est très limitée car justement, elle permet d'une part la comparaison qu'avec des œuvres qui ont au minimum une partition, ce qui est loin d'être acquis pour certaines œuvres. Et au-delà de ça, donc là, ça permet la comparaison qu'à un seul niveau hiérarchique donné qui est assez souvent celle de la note. Donc, on a proposé dans un premier temps de tester la robustesse du système face à certaines conditions initiales du morceau, mais la validation vers laquelle on souhaiterait se tourner est une validation par synthèse du diagramme obtenu et calcul de la complexité de cette synthèse. Donc, je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Joséphine. J'attends de voir si quelqu'un a des questions déjà. Donc, vous pouvez lever la main. Merci. Vous commencez à parler. Bon, moi, j'avais quelques questions, mais vous y avez répondu. C'était notamment au niveau du post-processing, justement, sur les diagrammes. Mais donc, vous en avez parlé de façon extensive. Et aussi, vous avez mentionné
des niveaux hiérarchiques. Donc, effectivement, cette étude se focalisait sur le premier niveau. Le deuxième niveau viendra ensuite, si j'ai bien suivi. C'est les prochains objectifs là. On va se tourner justement sur la structuration et réussir à faire la différence entre les différents niveaux et construire. Donc, à partir là, en fait, une grande difficulté va être justement de décoller de ce niveau du signal pour ensuite pouvoir passer à des représentations des objets, donc éventuellement au niveau symbolique, par exemple. Effectivement, parce que les stratégies ne vont pas être les mêmes si on C'est fait des ça. comparaisons en symbolique ou directement sur le signal. C'est un défi à relever. Peut-être une petite question, si je peux. Oui. C'est la question de la polyphonie, parce que vous avez dit, ça c'est un problème, et on comprend bien que c'est un problème, parce que en fait, du coup, comment est-ce que vous allez gérer la polyphonie en superposant plusieurs diagrammes, en faisant Alors, une première piste, ça va être au niveau de l'étude justement de la dynamique du morceau, éventuellement d'essayer de repérer donc, les notes qui vont être continues, les notes dont la dynamique tout simplement va changer d'une note à l'autre pour essayer de créer des objets qui vont comment, qui vont contenir pardon, je me perds dans ce que je suis en train de dire. Prenons une fugue, par exemple. Prenons une Oui, fugue. bah, Pour voir quelque chose. Du coup, quelle serait la stratégie? Parce que la dynamique, oui, jusqu'à un certain point, ça peut aider, mais après, oui. Bah, alors, à vrai dire, on n'a pas trop eu le temps encore de réfléchir à cette question-là, mais alors, il y a une possibilité qui va être donc de partir sur des systèmes d'analyse de dissociation de voix, je suppose, pour une fugue. Et donc, après, est-ce qu'on peut représenter du coup ces différentes voix en parallèle, essayer de procéder à des comparaisons Et en fait, la question se pose justement de savoir est-ce qu'on va essayer de différencier les différentes voix ou est-ce qu'on va rester sur l'analyse dans une frame et dans cette frame-là d'essayer de, de, de donner toute l'information dans le diagramme mais sans dissocier sans dissocier à l'échelle supérieure l'information dans cette frame. bon, c'est le problème vraiment de l'analyse de la polyphonie qui est, Oui, c'est ça. Donc, qui est indépendant de votre approche en particulier, mais je pense effectivement, il faut voir quelle stratégie oui, appliquer dans le tout à cadre fait. de l'approche. En fait, il faut voir si ça va être nécessaire ou pas d'entrer vraiment dans des stratégies de dissociation des différentes voies pour pouvoir ou pas faire notre représentation dans les diagrammes formels. Merci. Je crois que Jacob avait une question. C'était moi une question, c'est plus une suggestion par rapport à la polyphonie, la polyphonie là, qui est effectivement quelque chose qui est très difficile à traiter dans le DSP. C'est un peu le Graal, la séparation de sources comme ça, c'est pas évident. Mais il y a un des objets flux communs en fait qui s'appelle NMF. C'est une implémentation d'un apprentissage automatique non-negative matrix formalization. J'ai aucune idée de comment ça marche vraiment, mais c'est un algorithme où vous allez pouvoir lui demander de trouver tel nombre d'objets dans un fichier audio et il va vous proposer ce qu'il pense va être les objets là-dedans. Bon, ça va effectivement plus fonctionner au niveau du timbre, donc pour trouver des voix dans un fugue où ce serait le même instrument qui serait en train de jouer, effectivement, ce serait peut-être moins utile. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait être une piste. Et Oui. c'est disponible d'ailleurs, si vous travaillez en Python, il y a les objets de flux commun en mode CLI, donc vous pouvez les utiliser comme ça. Parfait, merci beaucoup.
Bien. Si plus personne n'a de questions, je propose qu'on passe à la présentation suivante, donc qui sera